Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité du jour. C'est un ouf de soulagement pour l'ensemble des acteurs du système éducatif en Somalie. À l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, élèves, étudiants et parents d'élèves saluent l'introduction d'un nouveau programme, le premier du genre depuis 1991. Archibat 2019, 7e édition. 2 jours après le lancement de l'événement, nos équipes étaient sur le site du salon ce jeudi. Le compte rendu vous sera proposé en cours d'édition. Le dossier entrepreneuriat de ce jeudi portera sur le métier de frigoriste. Quelques-uns ont accepté de nous faire part de leurs expériences, de leurs débuts, enfin de leur parcours. Le reportage réalisé à Abidjan vous sera proposé en fin d'édition. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. On entame avec le Togo où les enseignants volontaires ne décolèrent pas après la sortie des résultats du recrutement des enseignants dans l'administration publique organisé le 20 novembre 2018. Après la publication des résultats, le 22 septembre dernier, une grève a été initiée par l'Association nationale des enseignants volontaires du Togo, Anevoto, pour protester contre la prise en compte d'enseignants du privé parmi les 2000 admis au concours. Selon Florent Sondou, président de l'association, seulement 1000 enseignants volontaires ont été retenus au terme de ce concours, destiné initialement aux enseignants volontaires et aux volontaires nationaux de l'enseignement. Toujours dans l'actualité académique en Afrique, la rentrée scolaire qui s'amorce sous de bons auspices en Somalie, avec l'introduction d'un nouveau programme scolaire, le premier depuis l'éclatement de la guerre civile en 1991, élèves et enseignants saluent cette initiative des autorités gouvernementales qui peinent pourtant à relever un système éducatif amputé par le conflit imposé par les milices Chebab. Chaque jour qui se lève est un nouveau départ pour ces élèves de Banadir en Somalie. Ils sont les premiers depuis le déclenchement de la guerre civile en 1991 à découvrir un nouveau programme scolaire. Lancé cette année par les autorités, il semble avoir déjà séduit enseignants et élèves. Les élèves s'adaptent bien au nouveau programme car il est basé sur leur religion, leur culture et leur langue. Ils le trouvent facile à comprendre. Ils apprennent bien avec ce nouveau programme. Et maintenant, ils peuvent même lire les livres eux-mêmes. Ce nouveau programme est bien meilleur que l'ancien qui était en anglais. Il est meilleur car il est dans notre langue maternelle, le somali. Un motif d'espoir pour les autorités somaliennes qui savent toutefois que le chemin reste encore long pour offrir à ces enfants un enseignement de qualité. Il y a des défis indéniables. À l'heure actuelle, il y a plus de 30 000 enseignants, mais seulement 22% d'entre eux sont qualifiés et certifiés. Vous pouvez comprendre que la qualité des élèves dépend de la qualité des enseignants. Après des années à combattre les islamistes Chebab, les autorités somaliennes se tournent donc désormais vers l'éducation pour construire l'avenir de leur jeunesse. Chisinau, la capitale moldave, a accueilli du 22 au 26 septembre dernier l'Académie francophone de l'entrepreneuriat. Cette rencontre qui regroupait une trentaine d'étudiants francophones provenant de 6 universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF en Moldavie et en Roumanie, visait à sensibiliser les jeunes étudiants de la région d'Europe et de l'Est à la culture de l'entrepreneuriat. Durant 5 jours, les participants ont eu l'occasion de bénéficier de formations pratiques et de s'imprégner de modèles locaux. L'Académie francophone d'entrepreneuriat est une initiative de l'AUF soutenue par le Centre national d'innovation digitale dans l'éducation, l'Université pédagogique d'État et d'autres acteurs institutionnels et socio-économiques. La 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a ouvert ses portes ce mardi 1er octobre 2019 au Parc des Expositions à Abidjan autour du thème « L'habitat pour tous ». Pour la journée de ce jeudi 3 octobre, nos reporters se sont rendus sur place pour constater l'ambiance qui y prévalait et ce, à 48 heures de l'apothéose. C'est un compte rendu de Doxy Kwaku et de Christian Hago. Depuis ce mardi 1er octobre 2019, se tient à Abidjan la 7e édition de Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment.
Parrainée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, cette édition placée sous le thème « Habitat pour tous » réunit près de 300 exposants et participants. Une occasion pour les entreprises du secteur de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de l'habitat en Afrique et même outre-Atlantique de présenter leurs innovations, à l'instar de Universal Industries qui a exposé ses nouveaux produits dits 3P lors d'une conférence ce jeudi 3 octobre au sein de la salle de conférence du site aménagé à cet effet. Nous avons en conséquence travaillé à leur offrir des produits innovants, à la pointe de la technologie que nous avons le plaisir de vous présenter ce jour. Ce sont les PAN Z et les PAN Sigma, les planchers collaborants et les placos, que nous avons baptisés les 3P. Incontournables dans l'industrie du bâtiment, les 3P sont respectivement indiqués pour les charpentes métalliques, les dalles et les staffs. Plateforme d'échange entre les entreprises du secteur, Archibat est par ailleurs une opportunité pour ces acteurs d'avoir une visibilité internationale, de se faire connaître, mais aussi de se tisser un réseau relationnel entre entreprises. L'intérêt d'être à Archibat aujourd'hui, c'est un salon qui réunit tous les acteurs qui participent à la construction dans le pays. Donc c'est l'endroit le mieux approprié pour capter de nouveaux clients. C'est l'endroit le mieux approprié pour pouvoir faire parler des innovations en termes de construction, en termes de recherche sur la construction et tout ce qui va avec. On est importateur de produits PVC, un produit qui n'est pas encore trop connu ici en Côte d'Ivoire. Et au travers Archibat, on est venu se faire connaître. C'est la deuxième édition qu'on fait. Le salon ne désemplit pas. Des visiteurs, dont de nombreux étudiants, venus pour découvrir le marché local de la construction, tentent de nouer des contacts avec les entreprises évoluant dans le secteur. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir voir un peu ce qui se passe dans l'industrie. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Bon, on est venu, on a visité un peu, on a vu un peu les trucs qui nous intéressent, pour pouvoir plus s'orienter dans ce que nous voulons faire demain. Notons que l'édition 2019 d'Archibat est prévue pour s'achever ce 5 octobre. Cap sur le marché d'Abobo à Abidjan, le poisson est une denrée de grande consommation en Côte d'Ivoire. La consommation nationale est d'ailleurs estimée à 250 000 voire 300 000 tonnes par an pour une production locale moyenne de 80 000 tonnes. Cette demande croissante a attiré de nombreux entrepreneurs dans un secteur d'activité juteux certes, mais qui rencontre pas mal de difficultés sur le terrain, surtout quand il s'agit de faire face à la concurrence parfois déloyale. Reportage. Dans cette zone du grand marché d'Abobo à Abidjan, de nouveaux commerçants de poissons frais et autres produits congelés s'activent au quotidien, aux côtés d'autres types de commerces. Dès les premières lueurs de la journée, ces magasins commencent déjà à ouvrir leurs portes. Pour faire recette dans ce business, il faut pointer à l'heure, pour satisfaire l'afflux de clientèle parmi laquelle des restaurateurs qui viennent se ravitailler auprès de ces poissonneries ou encore des particuliers, des ménagères qui préfèrent s'approvisionner au détail et à moindre coût. C'est pour faire APF, c'est acheter poisson fumé. On s'en va, on fume et puis on découpe. On découpe pour fumer, puis après on s'en va revendre, on paye les oignons. Je paye ce poisson, c'est pour aller faire APF. Je fais APF de 19h à 2h du matin. Généralement, l'activité tourne à plein régime jusqu'à 8h30 voire 9h du matin, où l'affluence commence à stagner. Il faut parfois attendre jusqu'en milieu d'après-midi pour voir défiler de nouveaux clients, essentiellement des personnes exerçant dans le domaine de la restauration qui viennent faire des réserves pour la soirée. À Abidjan, la nuit bouge et de façon générale, les activités liées à la restauration connaissent une certaine réussite qui déteint sur l'ensemble de la chaîne des valeurs une aubaine pour ces opérateurs économiques qui ont entrepris de se lancer dans ce commerce dont la rentabilité est tout de même enviable. Non, il y a assez de clients qui viennent. Par jour, là, non, on ne peut même pas compter. Même. Il y a plus de 1000 personnes qui peuvent arriver par jour. On ne peut pas tout compter. Pour les restauratrices, la présence de ces magasins permet absolument de gagner en temps et en argent. Toujours est-il que, malgré la rentabilité apparente de cette activité, certaines difficultés minent les perspectives de développement du secteur, notamment la concurrence des grossistes que certains commerçants jugent déloyale.
Bon, actuellement, avec les femmes, on n'a pas de difficultés. Mais c'est avec nos importateurs même, on a les gros problèmes actuellement. Parce que l'importateur même est venu s'installer à Bobo. Donc ça fait qu'on a les problèmes même de faire achat au port. Le poisson est un peu plus moins cher à Bobo aujourd'hui que le port. Il y a des poissons que tu gagnes au port. Tu viens retrouver le même poisson à Bobo à un prix d'une différence de 2000, 3000 de différence. Les importateurs déchargent au port et ils viennent vendre directement à Bobo. Investir dans la poissonnerie à Abidjan, c'est une trajectoire intéressante sur le plan entrepreneurial. Mais la viabilité de l'initiative dépend fondamentalement de la pertinence des stratégies d'approvisionnement ou même d'écoulement des produits dont font preuve les commerçants. Le gouvernement ivoirien vient d'adopter ce mercredi 2 octobre la nouvelle ligne budgétaire pour l'année 2020. Le montant de l'exercice budgétaire s'élève donc à 8061 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à une hausse de 9,9% par rapport à celui de 2019. L'innovation pour cette année, c'est le passage au mode budget-programme adopté par les autorités ivoiriennes dans le but d'améliorer la gestion des finances publiques. Selon le Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire devrait enregistrer une croissance économique respectivement de 7,5% et de 7,2% en 2019 et 2020. La société d'investissement Moringa vient d'acquérir 46% des parts de l'entreprise malienne de fabrication de boissons naturelles Sobema. Cet investissement permettra notamment à Sobema de se développer dans d'autres types de produits avec l'introduction de nouvelles boissons adaptées aux besoins du marché local et répondant aux normes internationales. Moringa est une société d'investissement détenue conjointement par le groupe financier Edmond de Rothschild et de l'Office national français des forêts qui travaille au développement des entreprises d'agroforesterie en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Plus de 5 milliards de francs CFA pour réussir la transition agroécologique dans le Sahel et dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, c'est le vaste chantier que l'Agence française pour le développement a initié dans 5 pays de la sous-région, dont le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où la phase de lancement du projet a eu lieu le vendredi 20 septembre dernier à Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire, ce sont quelques 580 millions de francs CFA qui seront déployés pour la première phase du projet. Les explications avec la télévision ivoirienne. D'une durée de 4 ans, le projet d'appui à la transition agroécologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest va s'étendre sur 5 pays dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Ce projet vise à améliorer les performances des exploitations familiales agricoles pour la sécurité alimentaire. Il est financé par l'Agence française de développement AFD pour un montant global d'environ 5 milliards 800 millions de francs CFA. La transition agroécologique, je crois qu'on n'a plus le choix. On est convaincu que c'est une des solutions importantes face aux défis de la baisse de la productivité des agricultures, de l'augmentation démographique, des dérèglements du climat. Ce projet sous-régional concerne le maraîcher, la cacaoculture et la pisciculture. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'inscrit dans le programme national d'investissement. Il est de ce fait important que le MINADER s'associe à sa mise en œuvre pour le bien-être de nos braves acteurs du monde agricole. Le projet va impacter plus de 2500 producteurs. C'est plus de 880 000 €, soit environ 580 millions de francs CFA pour le développement des innovations à la transition écologique. En Côte d'Ivoire, les premières actions dans le cadre de ce projet seront effectuées dans les localités de la Maraoué, de San Pedro et de Yamoussoukro. Renforcer la contribution du secteur minier de l'industrialisation de l'Afrique, c'est l'enjeu de la 4e édition de la Semaine des activités minières en Afrique de l'Ouest. Samao, qui se déroulait du 26 au 28 septembre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. De nombreux acteurs économiques intervenant dans le secteur étaient présents dans la capitale burkinabé, où ils ont d'ailleurs pu bénéficier de l'expertise du Canada en la matière. Plus de précisions dans ce reportage d'Eco TV. Les acteurs du monde minier sont à Ouagadougou pour échanger et de définir des stratégies pour renforcer l'exploitation des ressources minérales et l'industrialisation du continent africain.
Et c'est en faveur de la 4e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO, espace de mobilisation des décideurs ouest-africains et des investisseurs autour des enjeux liés aux politiques et aux pratiques minières. La SAMAO se tient du 26 au 28 septembre 2019. Le Canada, pays invité d'honneur, va exposer son expertise en matière de développement économique basée sur le secteur minier. Ces investissements dans le domaine minier au Burkina Faso sont estimés à plus de 1358 milliards, 117 millions de francs CFA. 5e producteur d'or au monde, ce pays possède 200 mines industrielles et 7 mines sablières et carrières en activité qui contribuent à la performance de son économie. Les actifs du Canada sur le secteur minier burkinabé se chiffrent à près de 2 000 milliards de francs CFA. De même, sur les 13 mines industrielles en exploitation aujourd'hui, 7 sont d'origine canadienne. Cette année, les débats seront axés autour de l'exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique. L'Afrique étant le continent le moins industrialisé avec un taux de 1,7%. Cette situation s'explique entre autres par l'insuffisance d'infrastructures de transport et des difficultés d'accès au financement. Pour renforcer la contribution des mines à la solidification du tissu industriel, il faudra créer, selon les participants, un code d'investissement attractif et renforcer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il s'agit au total de faire une option de développement endogène, orientée vers la génération de la valeur ajoutée, donc de la création de richesses et de croissance sur le continent africain, d'assurer la promotion d'emplois décents pour les compétences africaines. Cela induira naturellement l'amélioration du revenu et du pouvoir d'achat des ménages, qui alors seront capables d'adresser une demande solvable aux autres branches des économies nationales, qui alors recruteront, produiront, et ainsi la spirale de la croissance soutenue et durable est lancée. Avec 52,6 tonnes d'or produites en 2018 contre 45 tonnes en 2017, le Burkina Faso est le 2e pays minier le plus dynamique en Afrique avec 13 mines industrielles en exploitation. L'or, c'est plus de 1540 milliards de francs CFA de recettes d'exportation, une contribution de 11,4% au produit intérieur brut. L'exploitation artisanale de l'or produit environ 10 tonnes d'or par an. Direction la Grèce où les investisseurs peinent véritablement à obtenir un prêt bancaire pour le financement de leurs activités. Les banques sont réticentes à accorder des prêts, même quand c'est le cas, le taux est écrasant, largement au-dessus de la moyenne européenne. Une situation qui freine littéralement les perspectives de croissance de cette économie convalescente. Euronews a rencontré cet entrepreneur devant sa banque en Grèce. Il a essayé d'obtenir un prêt pour son restaurant situé sur l'île de Salamine, mais sans succès. Les banques grecques sont très difficiles à convaincre en ce moment. Nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant. La seule chose positive, c'est que nous avons pu régler d'anciennes dettes. Nous nous efforçons de respecter toutes nos obligations de paiement. Les banques devraient commencer à accorder des crédits aux entrepreneurs et le faire à des taux d'intérêt plus bas. Sinon, rien ne marche. Il faut donc attendre et espérer. Pour les personnes qui parviennent à obtenir un prêt, le prix à payer est élevé. Si les citoyens européens peuvent obtenir un prêt professionnel avec un taux d'intérêt inférieur à 2%, pour un Grec, c'est plus du double. Idem pour les prêts immobiliers. Dans la zone euro, le taux d'intérêt moyen est d'environ 1,5% contre plus de 3% en Grèce. Les banques grecques donnent l'impression d'une blessure qui ne guérit pas. Les contribuables ont déjà payé plus de 60 milliards d'euros pour les sauver à travers 3 plans de sauvetage. Après toutes les recapitalisations qui ont pesé sur la dette publique, quelqu'un doit nous dire pourquoi le système bancaire grec est toujours en difficulté. Où est passé l'argent? Permettez-moi de rappeler que cet argent vient du peuple grec et pas des actionnaires. Ce n'est pas de l'argent privé.
είναι χρήματα του εξωτερικού χρέους. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει το Έλληνα πολίτη. Pour combattre une croissance ralentie, le gouvernement grec prépare un plan au nom héroïque. Le dispositif Hercule, du nom du demi-dieu grec, vise à assainir les bilans des banques grecques en fournissant des garanties pour la vente d'obligations constituées de prêts non performants. Si cela fonctionne, cela aidera les banques à revenir à une situation normale et à remplir leur principale mission, celle de prêter aux entreprises et aux ménages grecs. La Grèce espère désormais obtenir le feu vert de l'Union européenne pour lancer ce système de garantie publique qui pourrait aider ces banques à se décharger de 30 milliards d'euros de créances douteuses. Retour des coupures du dollar zimbabwéen plus de 10 ans après la suspension de la monnaie nationale. L'annonce a été faite cette semaine par la Banque centrale qui prévoit la réintroduction de ces billets pour le mois de novembre. L'objectif visé par les autorités de Harare est justement d'atténuer la pénurie de liquidités qui affecte véritablement les activités des populations. Une mesure salutaire certes, mais qui intervient dans un contexte de relèvement d'un taux d'inflation qui a grimpé de plus de 175% à la fin juin 2019. En Égypte, la grogne se poursuit dans les milieux populaires alors que les perspectives macroéconomiques s'annoncent sous de bons auspices pour les économies d'Afrique du Nord. La croissance enregistre une hausse de 5,2% en moyenne par an. Les réserves de change se sont multipliées par 4 depuis 2014. Les chiffres de l'inflation ont reculé pour se situer à 7,5%. Mais sur le terrain, ces performances ont du mal à se matérialiser avec les entailles dans les dépenses sociales. Pour le gouvernement égyptien, il s'agit aujourd'hui de relever le défi de l'emploi pour atténuer la crise sociale. Les choses se compliquent dans les relations commerciales entre l'Europe et l'USA. Le département américain du commerce resserre les taux autour des produits de grande consommation en provenance de l'Europe. 150 catégories de produits seront surtaxées à partir du 18 octobre prochain en représailles aux subventions illégales accordées par l'Europe à l'avionneur Airbus. Entre autres produits dans la ligne de mire de Washington, les vins français, les vins espagnols et allemands, mais également les produits agroalimentaires et textiles. Le tout pour un montant global de 7,5 milliards de dollars. L'OMC a en effet autorisé les USA à enclencher la procédure de sanctions sur la base des soupçons qui pèsent sur Airbus. La banqueroute, qu'est-ce que c'est? Que revêt ce terme technique très présent dans le jargon de la finance? Nos reporters sont justement allés dans les rues d'Abidjan pour interroger les populations sur le sujet. Voici ce qu'ils nous ont rapporté. Une bonne route, c'est une cessation de paiement à un individu qui est insolvable. Bon, selon ma connaissance, quoi, la petite connaissance que j'ai, voilà, de la chose. C'est-à-dire, c'est une personne, bon, qui n'est plus en mesure de pouvoir être payé par soit par exemple une entreprise quelconque, lorsqu'il cet individu n'est plus, n'est plus en mesure de pouvoir, on peut dire, réguler soit ses paiements dans différentes matières, soit différents systèmes, quoi. Une banqueroute, je crois que c'est une fuite. Une fuite. C'est-à-dire que deux groupes se rencontrent et l'autre arrive à prendre le dessus sur l'autre groupe. Donc, le groupe qui a perdu, ou bien le camp qui a perdu, s'enfuit. On dit ça la banqueroute. Non, franchement, une banqueroute, bon, je n'ai jamais entendu cette expression. Bon, je vois pas trop. Bon, relative à une banque, bon, si on se réfère peut-être à le mot la route, une banque ou peut-être une banque qui fait son chemin, quoi, peut-être une banque mobile, un truc de ce genre-là. Franchement, voici ma réponse, quoi. Vous avez pu le constater, beaucoup n'ont pas une grande connaissance du sujet. Pour vous aider à en savoir davantage, je vous invite à suivre ce doc réalisé par la rédaction. La banqueroute est la cessation des paiements de la part des négociants devenus insolvables. À l'origine, le terme banqueroute vient de l'italien bancarotta qui signifie banc cassé, en référence aux banquiers installés sur des comptoirs qui devaient casser leurs bancs en public en cas de faillite pour signifier leur interdiction d'exercer ce métier.
Aujourd'hui en France, la banqueroute est un délit pénal qui consiste pour une organisation à gérer frauduleusement ses comptes alors qu'elle-même est en état de cessation de paiement. Contrairement à la faillite qui est due aux aléas de la vie économique et peut toucher n'importe quelle société, la banqueroute résulte d'un comportement volontaire pour aggraver sa situation financière en dépit des responsabilités et des engagements qui existent envers les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs. Les poursuites pénales sont conditionnées à l'ouverture préalable d'un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements doit donc être établi avant de pouvoir engager des poursuites. Le dirigeant de société, si les faits sont caractérisés, peut donc faire l'objet d'une faillite personnelle. La faillite personnelle entraîne l'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise. Le tribunal compétent de commerce pour les activités commerciales et artisanales et de grande instance pour les professions libérales, activités agricoles par exemple. La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de la personne physique ou morale qui n'a pas payé des dettes mises à sa charge. En effet, la faillite sera prononcée sur une faute de gestion à contribuer à une insuffisance d'actifs. Le tribunal pourra condamner l'auteur de cette faute à payer la totalité ou une partie de l'insuffisance d'actifs. On en vient maintenant à notre dossier entrepreneuriat. Quelles sont les réalités du business des réparateurs d'appareils électroménagers à Abidjan? Ces commerçants généralement appelés frigoristes sont présents dans bon nombre de quartiers. Nous avons justement cherché à comprendre le mode d'évolution de cette activité dans un contexte de mutation économique. Reportage. Pour monter cette petite installation, il ne lui a pas fallu de très gros moyens. Ce qui compte le plus pour Koulibaly dans ce business de réparation d'électroménager, c'est le savoir-faire. Et cela, il a acquis au contact de ses nombreuses années d'expérience en tant qu'apprenti. Dans presque tous les quartiers d'Abidjan, il est fréquent de rencontrer ces sites de réparation d'appareils électroménagers. C'est un métier que la plupart de ces praticiens apprennent tôt, généralement en début d'adolescence, et qui leur permet de se doter du rouage nécessaire pour s'assumer plus tard sur le plan socio-professionnel. Si ce business attire autant d'adeptes, c'est sans doute du fait de sa profitabilité. Dans les foyers, on retrouve très souvent des appareils en panne. Et comme ils sont toujours nécessaires à l'usage et que le niveau de vie général des populations ne permet pas de se procurer du neuf dans l'immédiat, on ne peut que se tourner vers ces réparateurs de proximité pour tenter, à défaut, de voir son appareil réparé convenablement prolonger quelque peu sa durée d'usage. Tant que cette situation dure, ça ne peut être qu'intéressant pour ces réparateurs qui n'en demandent pas mieux. Les frigos France Revoir sont plus solides que les nouveaux frigos. Ouais, les frigos France Revoir, parce que quand tu vois un frigo France Revoir, si c'est écrit dessus Samsung, c'est que c'est maison mère Samsung. Si c'est écrit dessus LG, c'est que c'est maison mère LG. Mais les frigos nouveau là, vraiment c'est pas... Quand nous-mêmes on regarde même là, les matières qu'on prend pour faire les frigos là, vraiment on voit que c'est pas trop ça quoi. Tu vas voir un nouveau frigo de ce genre là comme ça. Moi seul les peux soulever. Parce que les matières qu'ils ont pris pour faire là, c'est pas les bonnes matières. Moi seul les peux soulever. Mais si c'est France Revoir là, il ne peut pas. Donc raison pour laquelle les gens qui connaissent, en tout cas, ils préfèrent venir payer France Revoir que payer nouveau. L'autre réalité, c'est que les délais de réparation ne sont pas très respectés, à la grande gêne des clients qui, pour certains, accusent même les réparateurs de leur subtiliser quelques pièces utiles dans le processus de réparation de leurs appareils. Une situation que tentent de justifier les réparateurs qui, entre autres, proposent une autre alternative, la vente de matériel remis en état lorsque les tierces individus estiment ne plus en avoir besoin chez eux. Avec le temps, ce business a évolué. Pour une question de rentabilité, les ateliers de réparation ont commencé à commercialiser des appareils de seconde main, communément appelés France au revoir, histoire de diversifier les sources de revenus. Jusqu'à preuve du contraire, ce business représente un investissement tout à fait crédible. Du moins, tant que les populations sont conditionnées par la précarité financière. Cependant, les tenants de cette activité devraient tabler sur une meilleure organisation de leur secteur, de sorte à être capables de faire face à la concurrence montante des grandes marques qui, soutenues par les plateformes de distribution en ligne, proposent des appareils à des coûts relativement bas et même, parfois, plus abordables que ces commerces de proximité. Donnons-nous à présent maintenant le temps, chers téléspectateurs, de s'informer sur l'actualité des cours du franc CFA zone UMOA.
Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure. Jusque-là, bonne fin de soirée chez vous et au revoir.